Bonjour monsieur le député, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, très bien. Désolé Alors, pour le retard. il n'y a pas de problème, merci de m'avoir prévenu, ça m'a permis de m'organiser. Alors, je vous présente brièvement. Alors, vous avez commencé votre parcours politique en 2020 avec un mandat de conseiller municipal à Filière en Haute-Savoie, derrière une liste menée par le maire sortant d'hiver droite, Christian Anselme. Vous avez été tête de liste aux élections sénatoriales en 2020 pour la liste alternative républicaine. Vous n'avez pas eu d'élection de sénateur à ce moment-là. Vous avez été également candidat des Verts droite aux élections départementales de 2021 pour le canton d'Annecy 3 et vous avez récolté 9% des voix. Et vous avez été candidat et élu député UDR dans la 5e circonscription du Gard avec 51,58% l'année dernière au deuxième tour face au sortant LFI Michel Salah. Alors la première question qui me vient, monsieur le député, c'est est-ce que vous êtes plutôt Crozet et Tartiflette ou Gardiane? Voilà, en gros, la question un peu insidieuse, c'est pourquoi avoir choisi d'être candidat dans la 5e circo du Gard et pourquoi ce parachutage un peu d'une certaine façon. La raison est très simple, c'est Éric Ciotti m'a demandé d'aller le représenter dans la 5e circonscription du Gard. D'accord. Voilà, d'aller défendre les idées de droite, d'aller représenter l'alliance entre Jordan Bardella et Éric Ciotti. Et moi, j'ai pas beaucoup hésité, hein. Il se trouve que j'avais déjà vécu, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de vivre dans le Gard à une époque pendant mes études, que j'ai beaucoup apprécié, donc j'y suis allé. Vous voyez, je suis pas bloqué sur mon territoire, mon département de naissance à vie. C'est plutôt heureux. Non, mais c'est pour ça, c'est vrai qu'en regardant un peu votre parcours, voilà, il y avait la Haute-Vienne qui revenait à plusieurs reprises, d'un coup le Gard qui Haute-Savoie. apparaissait. Haute-Savoie, excusez-moi, Haute-Savoie qui apparaissait plusieurs fois, et d'un coup, il y a le Gard qui est tombé, donc c'est vrai que ça a interrogé. Et du coup, à la réponse, Crozet Savoyard ou Tartiflette ou Gardienne? Ah, je garde encore une petite tendance Crozet, hein, mais je ne désespère pas de changer ça. Faites attention, ouais, parce que les électeurs dans le Gard, c'est la Ah, Gardienne ils avant savent tout. que je me donne beaucoup pour eux. D'accord. Alors, donc, vous venez aujourd'hui pour faire un bilan donc de la niche UDR qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, pour rappeler la niche à toutes les personnes qui nous écoutent, une niche parlementaire, c'est une période pendant laquelle, de 8 heures à minuit, il y a des textes qui sont des propositions de loi ou des propositions de résolution qui sont étudiées dans l'hémicycle et qui sont déposées par un groupe parlementaire unique. Donc, la semaine dernière, vous avez déposé 8 propositions de loi ou propositions de résolution. Euh, il y a eu beaucoup de critiques vis-à-vis de la façon dont a été organisée cette niche parlementaire de l'UDR. Euh, voilà, le choix a été critiqué. Pour citer le ministre de la Justice Darmanin, celui il explique qu'elle était mal construite. Laurent Wauquiez, président du groupe droite républicain, critique, expliquant que vous avez, je cite, pas été capable d'amener le moindre de vos textes jusqu'au vote. Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques? Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Ils sont drôles, c'était pas triste. Alors, il faut rajouter un élément peut-être que vous n'avez pas soulevé, c'est que les textes qui ne sont pas votés à minuit tombent tous. C'est-à-dire Oui, que le travail qui a été fait est annulé. Et donc, si vous n'arrivez pas à obtenir le vote final, entre guillemets, d'un de ces textes, d'un, deux, trois, quatre, eh bien, le travail qui est fait dans la journée est annulé et donc rien n'est abouti. Ce qui fait que même si vous votez un amendement, par exemple, donc une modification du texte, mais que vous ne votez pas le texte final, vous n'arrivez pas au bout des articles du texte, à minuit, eh bien, tout s'annule. c'est ce qui est arrivé avec Ça, votre c'est assez troisième important. texte du jour d'ailleurs. Ce qui arrive avec notre troisième texte, ce qui arrive en fait à toutes les niches, hein. À toutes les niches, vous n'arrivez pas au bout de tous les textes, par définition. Oui, bien sûr. C'est le principe. Donc voilà, c'est un élément relativement important. Alors maintenant, sur les critiques. Monsieur Darmanin a dit que c'était une niche mal gérée, c'est ça? Mal organisée, mal construite. Mal organisée. Bon, il se trouve que ça, la construction des niches, c'est la prérogative des groupes parlementaires concernés, pas du gouvernement. C'est le Parlement qui contrôle le gouvernement, c'est pas, à ma connaissance, le gouvernement qui est censé contrôler le Parlement. Donc son avis ne regarde que lui, à mon avis. Voilà, ça, c'est mon petit point très perso. Deuxième élément sur M. Wauquiez, eh ben, tout simplement, si on avait pu faire passer les textes, il avait peut-être été plus présent. Vous d'aller voter, vous voyez, pour mettre la pression sur le gouvernement, ce qu'il n'a pas fait. Donc je trouve que c'est très malvenu de faire des reproches à l'UDR, alors que nous, on est toujours là quand il faut faire passer les textes, y compris des textes des Républicains. Mais que les Républicains ne sont jamais là quand il faut faire passer des textes de l'UDR ou du RN, et on sait pourquoi, hein. C'est parce qu'ils ont peur que ce soit vécu comme une victoire politique.
Et nous, on voit un peu au-dessus de ça. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, c'est un texte des Républicains qui passe, c'est très bien si le texte est bon. Et d'ailleurs, on va mettre des amendements pour l'améliorer. Et là, si vous voulez, si les textes de l'UDR étaient passés, notamment l'interdiction du mariage entre clandestins et français sur le sol français, ou entre clandestins et étrangers en situation régulière sur le sol français, si ce texte-là était passé, ça aurait été naturellement une victoire politique, mais ça aurait été surtout une victoire pour les Français. Et, euh, Oui, parce que et pour les rappel, ce Républicains. texte, prenez la suite du texte qui avait été voté au Sénat. Parce que pour rappeler, il peut y avoir des propositions de loi ou de résolution qui débutent au moment de la niche, comme il peut y avoir des textes qui sont repris depuis le Sénat pour continuer la navette parlementaire. Voilà, pour rappeler. Et donc ce texte avait été voté au Sénat et donc n'a pas pu être voté dans le cadre de cette niche. Il n'a pas pu être voté, mais si vous regardez, les LR étaient. Il y avait 4% des LR présents. Enfin, des Républicains qui étaient présents. 4%. C'est-à-dire deux personnes, hein. Et du coup, Pour le point. moi, ça me fait rebondir parce que là, vous parlez du coup de l'absence des LR ou potentiellement même des macronistes pour certains qui, parce qu'on a vu juste après encore Charles Rodwell, on vient de voir un extrait qui disait qu'ils étaient favorables à cette mesure et qu'ils auraient probablement voté. Mais le Euh, sujet, est-ce que c'est pas aussi dans le cadre de l'obstruction, c'est-à-dire si, même s'ils avaient été là, qu'est-ce qui garantit que le texte aurait pu être voté? Alors, il y a rien qui garantit rien, mais eux ne pouvaient pas savoir qu'il allait y avoir une obstruction, hein. Mais ils n'étaient pas là. Et ils n'allaient pas se ramener de province en une demi-heure en disant finalement ça va au vote. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'ils se sont mis dans des dispositions qui les rendaient incapables de voter quoi que ce soit volontairement. Ou alors il y a une coïncidence qui touche 44, 45 députés d'un coup, quoi. Ce qui me semble assez improbable. Pas besoin d'être un grand probabiliste pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc l'argument ne tient pas. Vous ne pouvez pas savoir avant 20 heures si ça va au vote ou pas, premièrement. Deuxièmement, quand un groupe parlementaire met la pression sur le gouvernement pour qu'il utilise les prérogatives de la Constitution, à savoir l'article 44.2, sauf erreur, ça c'est une chose, mais quand vous êtes deux groupes parlementaires à le faire, notamment le groupe dont est issu le gouvernement, c'est pas la même chose. Vous n'avez pas le même moyen de pression. Et quand les LR sont absents, quand les Républicains sont absents, naturellement, ils ne peuvent pas exercer de pression sur le gouvernement en l'interpellant publiquement, en lui demandant de faire sauter tous les amendements qui sont des amendements d'obstruction. Oui, d'ailleurs, Gérald Vous Darmanin voyez? avait dit à ce moment-là qu'il l'aurait pas fait, et pour se dédouaner, il a même dit que de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Il me semble qu'il avait dit ça dans la Voilà. continuité. Donc là, on est dans un niveau de duplicité de la part des Républicains comme de Gérald Darmanin qui est terrible. Bah, qu'il le fasse si ça change pas grand-chose, autant voir. Vous voyez? C'est assez marrant ces arguments, ça vaut rien. C'est des arguments de niveau au collège, quoi. Euh, Moi, je pense que ça aurait changé quelque chose. Mais pour le vérifier, ça coûte rien. Il aurait suffi d'utiliser les prérogatives de la Constitution qui permettent d'éliminer tous les amendements et sous-amendements qui n'ont pas été étudiés en commission et qui sont manifestement des amendements euh, dilatoires, hein. Là, on l'a vu, hein, vraiment, on a des amendements qui ont été posés. Comme l'extrême gauche et la gauche voyaient qu'on allait arriver au vote, et les LR n'auraient pas été là, ils ont posé peut-être 200 amendements de dernière minute, c'est-à-dire des amendements qui n'ont aucun sens, aucun lien avec le texte, pour pouvoir lire un poème, prendre à chaque fois 2 minutes. Bref, c'est des scènes qui sont totalement ubuesques et qui, à mon avis, rabaissent la démocratie et les électeurs, en fait, parce qu'ils n'ont pas élu des gens pour faire les clowns, hein. Et donc là, le gouvernement n'a pas fait son boulot, enfin, il a le droit de ne pas le faire, hein. Et les Républicains non plus. Il faut assumer, en fait, à un moment. Dans, Faut dans- assumer. dans- dans le chat, vous avez cité l'extrême gauche, ça fait réagir. Vous connaissez la plateforme. Certains diront, et c'est vrai que si on se base sur le Conseil d'État, vous diront qu'actuellement à l'Assemblée nationale, il n'y a qu'un, voire deux députés d'extrême gauche, le député du Ah bah, il y en POI a. et Raphaël Arnaud. Donc oui, il y en a un, voire deux, mais si vous parlez de LFI dans l'ensemble, voilà, LFI, si on se base sur le Bah, Conseil disons, moi, d'État, est considéré comme étant de gauche. je pense que c'est pas au Conseil d'État de me dire quoi penser. Vraiment, le Conseil Non, d'État, non, c'est de mais faire du je, droit. je rebondis et je précise du coup, Oui, oui, mais voilà. moi j'explique ça à vos amis, hein. Le Conseil d'État n'est pas censé me dire quoi penser. Le Conseil d'État, il doit appliquer le droit administratif. Et ça fait pas partie du droit administratif, à mon sens. Deuxièmement, quand on fait alliance avec le NPA, qui est, disons, Oui, catégorisé catégorisé à l'extrême gauche, le comme NPA. extrême gauche. Bon, donc qui a fait alliance avec le NPA? Le nouveau Front Populaire. Donc, par contamination, entre guillemets, nous, Front Populaire d'extrême gauche. Voilà, très simple, hein. Mais du Je coup, dans ce comprends que cas, ça puisse choquer. même les socialistes, vous les mettez dans cette catégorie, du coup? Moi, on m'a dit, le raisonnement du Conseil d'État, l'UDR dit, enfin, l'UDR est d'extrême droite parce qu'il fait alliance avec un parti extrême droite. Ce que je conteste par ailleurs, sur les deux éléments. J'applique le même raisonnement. Vous voyez? C'est pas un raisonnement de docteur, de prix Nobel, hein. Bon, bah, si on réfléchit comme ça, c'est très simple.
Mais vous voyez, est-ce que ça fait avancer le débat? Je suis pas Non, pas convaincu. spécialement, mais bon, voilà, je voulais réagir là-dessus. Et du coup, il y a toujours une question qui demeure, par rapport à ce texte, du coup, sur les mariages. Donc, en fait, je rappelle, c'était le troisième texte de votre niche. Ça avait lieu après le premier texte sur la dénonciation des accords franco-algériens qui avait été retiré au vu du procès de Boualem Sansal qui arrivait. Bon, on a vu le résultat de ce Alors, procès hier. C'était un devoir de sagesse que, comme l'avait expliqué Ciotti, de retirer ce texte pour pas, on va dire, ajouter de l'huile sur le feu au vu du contexte. Ça avait été c'est au vu de salué la par le pression. ministre. Ça avait été salué par le C'est ministre au vu d'ailleurs. de- Alors, deux choses. Un, c'est pas tant au vu du procès qu'au vu de l'instrumentalisation de ce procès. Puisque Éric Ciotti a reçu des appels du ministre des Affaires étrangères, de l'avocat de Oui, de Boualem Boualem Sansal, Sansal, oui. qui disait que une dénonciation des accords qui n'ont, je rappelle, rien à voir avec l'emprisonnement de Boualem Sansal, hein, c'est deux choses différentes, allait pouvoir être utilisée par le régime algérien pour très simplement faire mourir Boualem Sansal le plus vite possible. Vous voyez? Donc il y a eu une sorte de... Et là, la démocratie française est prise en otage à ce niveau-là. Et donc Éric Ciotti a dit, bah moi je veux pas prendre quelque risque que ce soit qu'on puisse utiliser une action politique pour faire du mal à un concitoyen français. Donc voilà, Ça ce que, c'est ce, la raison. ce Mais que si je vous voulais voulez, préciser, c'est que ça avait été très rapide du coup sur ce premier texte. Voilà, oui, parce qu'il a été oui, retiré dès le début en soi. Le texte qui au final a pris pas mal de temps, et c'est là que le reproche vous est fait, c'est d'avoir priorisé, d'avoir mis le texte sur l'inéligibilité avant le texte sur le mariage. Et qui fait que, bon, en fait, ça rejoint la critique d'avant, sur la critique qui disait que votre niche était mal construite, en expliquant que si potentiellement le texte des mariages avait été vu avant le texte de Madame Le Pen, celui-là aurait pu aller au bout du débat et au bout donc enfin, pouvoir aller jusqu'à un vote. Est-ce que vous n'avez bah, pas perdu trop de temps au final avec ce deuxième texte sur l'inéligibilité? après, alors plusieurs choses. On peut toujours refaire le match, hein, c'est toujours plus ou moins facile, mais Et surtout, si en on fait, élimine, je vais prolonger la question. Pourquoi avoir fait le choix de mettre ce texte avant? ouais, alors plusieurs choses. Premièrement, la proposition de résolution sur les accords de 68, elle a été retirée extrêmement vite, Oui, vous l'avez oui. souligné. Ce qui fait que ça fait deux textes qui sont passés sur une journée. Deux textes sur une journée qui va de 9 h à minuit. Honnêtement, c'est rien. C'est rien. Il y a des niches où on arrive à en faire 4, 5. Je veux dire, 2, c'est rien du tout. Ça veut dire qu'en face, il y a une posture qui est celle de l'obstruction. Vous voyez? Et le deuxième texte, ou le premier, ça dépend comment on le voit, mais le texte sur le droit fondamental d'éligibilité, est allé au bout parce que le rapport de force était tel qu'il ne pouvait pas passer. C'est ce qu'il est advenu dans l'hémicycle. Ça, c'est le travail Il a été parlementaire en son détricoté, oui. voilà. Et donc, on va pas au bout. Mais si le rapport de force avait été autre, enfin, et donc on va au bout, pardon. Mais si le rapport de force avait été autre, on aurait eu de l'obstruction jusqu'à minuit, en fait. Vous Mais voyez? le rapport de force, vous parlez sur le texte de l'inéligibilité? Exactement. Et donc, j'arrive sur le troisième texte. Le rapport de force est autre, c'est-à-dire que la droite domine. Alors, par contre, là, je rebondis. Comment le rapport de force aurait pu être différent sur le texte de l'inéligibilité, sachant qu'il n'était soutenu que par le RN et l'UDR? Non, alors, Les LR en on se rend partie, compte mais pas qu'il... tous. Mais Eh à oui, partir du moment où le reste du socle commun et la gauche y est opposé, le rapport de force reste quand même contre votre texte. absolument. Et c'est pour ça que je dis qu'il est allé au bout. Et ce rapport de force, il a été à l'instant T contre le texte, mais si vous regardez les déclarations dans les médias qui ont pu être émises ces derniers mois, bon, vous avez des personnalités qui ont voté contre ou qui ont fait voter contre et qui étaient pour. Et qui, parce qu'ils voulaient s'opposer politiquement, ont voté contre le texte, alors que idéologiquement, ils étaient pour le texte. Vous voyez? Donc ça c'est des vérités qui se matérialisent aussi dans l'hémicycle. Ça sert aussi à ça, hein. Donc sur la vitesse, voilà, pour revenir sur le point, si on avait mis que le troisième texte à la place du deuxième, bah, on voit que quand on veut faire l'obstruction, on peut. Le système actuel le permet. Et donc là, le rapport de force nous étant favorable, nous aurions eu une obstruction du début jusqu'à la fin. Notamment sur le deuxième texte, oui. Enfin, sur le Bah, troisième, s'il avait été à la place, oui. en fait, ça aurait pas changé grand-chose, si ce n'est qu'on aurait demandé au gouvernement 23 fois de faire usage de l'article 44.2 et qu'il l'aurait toujours pas fait. Parce qu'il restait combien d'amendements au moment de la fin de la journée sur le dernier texte? Ah, ils ont fait un truc in extremis, je sais pas, il en restait plusieurs dizaines. Mais surtout, en fait, si vous voulez, vous avez des techniques. Si vous êtes vraiment en retard, vous pouvez tout Oui, bloquer. pour les prises de parole répétées, défendre la Alors moi, totalité des amendements, même les je amendements vais pas remettre en similaires. cause.
Bah, tous les amendements étaient défendus déjà. Tous les amendements étaient défendus avec, pour beaucoup, passage à la tribune, ce qui fait perdre du temps. Il faut avancer jusqu'à la tribune, redescendre de la Bah, tribune. C'est des petits trucs d'anti-jeu. c'est vrai que à ce moment-là, je crois que c'était Roland Lescure à ce moment-là qui était à la vice-présidence qui avait expliqué, qui avait demandé s'il voulait défendre des amendements similaires ensemble et qui disait que chacun voulait défendre individuellement son amendement, même pour des amendements similaires. On avait vu aussi. Mais Mais après, c'est plein de trucs comme c'est ça, des hein. techniques d'obstruction qui, au final, ont été employées d'une même façon contre la France insoumise sur la réforme des retraites, qui ont été employées par d'autres groupes. Pour le coup, l'obstruction, et est-ce que l'obstruction ne fait pas elle n'est pas à part entière dans le fonctionnement des niches aujourd'hui, quand on voit Alors, tout ce qui s'est passé depuis le début de cette législature? alors, elle est devenue, mais là, vous faites un point qui dit que ça a été appliqué à toutes les niches. Oui, mais ça n'a pas été appliqué par tous les groupes. Mon groupe n'a jamais procédé à une approche dilatoire dans une niche quelconque. Jamais. Le RN ne l'a pas fait non plus. Par contre, le RN l'a subi. Mon groupe l'a subi. LFI l'a subi de la part des Républicains. Vous voyez? Mais nous, on considère que c'est une approche qui n'est pas digne de notre travail parlementaire, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas le rapport de force. À un moment, on a perdu, on a perdu. Il faut accepter. Ça sert à rien d'essayer de gagner du temps, faire de l'anti-jeu. Si vous perdez, si vous respectez la démocratie, vous allez au vote. Vous allez au vote. C'est parce que ne me faites pas croire qu'ils pensent qu'ils vont nous convaincre en déclamant des poèmes qui n'ont rien à voir avec le sujet à 23h30. Non, le but, c'est d'être malhonnête et de ne pas aller au vote. Je pense qu'il faut que les Français comprennent ça. On a élu des députés qui utilisent des moyens qui sont, disons, fallacieux, malhonnêtes, qui correspondent pas à ceux qui sont acceptables. Et dire que c'est le jeu, c'est acceptable, non, je considère que c'est pas le jeu, c'est pas acceptable. Euh, et ça, c'est pernicieux, ça se fait de plein de méthodes, hein. Ça se fait aussi sur les demandes de suspension de séance. C'est de droit, donc on peut faire plein de demandes de suspension de séance. Si le président a un peu de connivence, il va demander, au lieu de suspendre 2 minutes, il va suspendre 3 ou 5, et la vraie suspension, elle va durer 7. Tu seras Oui. allé aux toilettes, il va prendre un peu plus de temps. C'est ce qui nous est arrivé, nous, toute la journée. Donc à Après, la fin de la vous journée, avez vous eu avez Monsieur gratté. Lescure beaucoup de temps dans la journée. C'est vrai que Monsieur Lescure, de toutes les vice-présidences, est connu pour aller assez souvent aux toilettes. Ça, pour le coup, c'est unanime. Tout le monde le dit. Ça c'est assez reconnu pour Donc le coup. plus voilà, enfin, de laisser passer des rappels au règlement qui n'ont rien à voir. Vous pouvez, si vous avez en face des gens qui ne respectent pas les règles ou qui exploitent les règles de façon malhonnête, ce qui est le cas, je suis désolé, de la part de la gauche et de l'extrême gauche, je sais que cet adjectif fait mal, mais c'est vrai. Et ben, si c'est ça, vous pouvez tout bloquer. Mais c'est le cas des Républicains, hein. Les Républicains l'ont fait aussi sur les retraites. Voilà. Et je pense que c'est pas au niveau. Si on perd un texte sur les retraites, on perd un texte sur les retraites. C'est comme ça s'appelle la vie, ça s'appelle la démocratie. Mais le fonctionnement actuel des niches le permet, et je répète juste que l'UDR ne l'a jamais fait. Et du coup, Alors, il est oui. possible qu'on soit obligé de le faire maintenant, parce que si vous voulez, en face de nous, on a des gens qui vous plantent systématiquement vos textes, et puis qui s'attendent à ce que vous votez les leurs. À un moment, il faut qu'ils aient un retour de bâton, sinon ils ne changeront En tout jamais. cas, c'est ce qu'a dit le RN dans le cadre de la niche. À un moment, ils ont dit qu'à partir de cette niche-là, ils allaient commencer à faire de l'obstruction sur toutes les niches de gauche. Et vous voyez, et ce qui fait que l'Assemblée nationale, ça devient un truc de gamin. Et moi, j'ai pas été élu pour faire un truc de gamin. Mais en fait, on est poussé à le faire parce que sinon, il n'y a pas de sanction. Et du coup, moi, ça me fait rebondir sur une question de Cristal qui l'avait préparé en amont du live. Monsieur le député, est-ce que le déroulement de la niche UDR est un des symptômes du dysfonctionnement de nos institutions? Pensez-vous qu'il est nécessaire de réfléchir à une modification profonde de la Constitution, comme vers une sixième République? Que pourriez-vous proposer? Alors, ça n'a rien à voir avec la Constitution. C'est le Ça a à voir règlement de avec le l'Assemblée règlement de nationale. l'Assemblée. Oui. Donc, il y a deux choses. Enfin, moi, j'ai réfléchi un petit peu. Il y a plusieurs choses à faire qui sont hyper simples. Hyper simples. Euh, Bon, premièrement, les niches, je suis pas convaincu de leur utilité. Voilà. Deuxièmement, il faut avoir du temps contraint sur les prises de parole par groupe. Ça me semble pas délirant, pas totalement délirant. Et puis, surtout, je pense qu'il faut aussi arrêter de diffuser en direct ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et je m'explique, parce que ça peut choquer. Oui, là, c'est un petit peu, Ça peut oui. choquer. Ça peut choquer, mais justement, je m'explique. Euh, Si vous regardez, vous avez peut-être regardé la niche. Oui. Si vous regardez la niche, vous allez voir que vous allez avoir peut-être 30-40 prises de parole, des insoumis, mais pas que, hein, qui sont quasiment identiques. Quasiment identiques. On va dire un peu, et c'est sur tous les bancs en vrai, hein, c'est dans tous les groupes, hein. On va dire à peu près la même chose. On va rajouter une petite citation, une petite phrase un peu différente. On va prendre une posture extrêmement grandiloquente, comme si on était en train d'haranguer la foule alors qu'on est en train de parler à des collègues normalement. Voilà. L'hémicycle, c'est aussi un lieu de travail en fait. On est en train de parler à des collègues. Et on va prendre des propos qui sont totalement outranciers, vraiment volontairement clivants, qui n'ont aucun but de convaincre la personne en face. Si moi je m'adresse à vous comme si vous étiez un demeuré, en vous expliquant que vous êtes un demeuré et que ce que vous décidez c'est des trucs de demeuré,
bon, je pense pas que vous allez décider de suivre la préconisation que je formule juste après. Vous voyez? Donc le but n'est pas de convaincre. Le but, c'est de faire de la communication sur les réseaux sociaux. Et je ne pense pas que l'hémicycle soit un photomaton pour néo-influenceurs. Vous voyez? Ce qui fait que sur une journée de vote, on passe 5 heures, 4 heures, 2 heures, ce que vous voulez, il faudrait faire l'estimation, à avoir des propos qui n'ont rien à voir avec le travail parlementaire. Alors, ça me fait Euh, penser honnêtement, ça me fait penser à une prise de parole récente de Monsieur André Chassaigne avant son départ, qui disait que les députés étaient devenus des députés réseaux sociaux, dans le sens où certains faisaient des prises de parole qui étaient faites et construites de façon à aller sur les réseaux. Mais la problématique, c'est l'absence de transparence. non, c'est pas Parce ça. qu'on voit Parce les que justement, votes, là, mais on voit pas comment ils sont défendus, comment... Enfin, je veux dire, si, si par exemple, il y a un vote qui est pour ou un vote qui est contre, il n'y a pas forcément l'argumentaire qui est du coup fait dans la défense ou dans l'attaque de l'amendement, qui ensuite peut être diffusé et expliqué. Il y a une si. question de Alors ça, transparence. En c'est fait, faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Tous les argumentaires sont disponibles. Tous les argumentaires, tous les exposés des motifs sont disponibles. c'est-à-dire, vous En ligne, voudriez qu'on c'est par laisse écrit. on laisse les comptes rendus, mais plus la diffusion directe. En tout cas, la diffusion directe est extrêmement problématique. Moi c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé jusqu'ici, hein. J'avais pas pensé à ça jusqu'ici. Mais je me rends compte que c'est vraiment un facteur, parce qu'il est exploité par les députés, qui le détourne de son objectif. L'objectif, c'est la transparence. L'objectif, c'est l'information. Le résultat, c'est de la désinformation, parce qu'en fait, souvent, l'argumentaire est vraiment caricatural, n'a pas tout à fait à voir avec le fond, et c'est de la communication. Donc, on part avec un objectif qui est louable, et on a un résultat qui, à mon avis, est l'inverse de celui qui est attendu. Où on joue sur vraiment les facilités. Et c'est pas, c'est comme si là, vous aviez une réunion dans n'importe quelle entreprise, et en fait, vous savez qu'elle est rediffusée, et votre collègue en face, qui est, je sais pas, le chef de la compta, là, il vous parle un peu de compta, puis il commence à dériver, vous faire un historique des comptables, etc., à péter un boulon, parce qu'il sait que ça va être rediffusé dans son village, et que dans son village, ils adorent quand il pète un boulon. Mais vous faites quoi? Soit vous le virez, mais dans l'assemblée, on peut pas le faire. Soit vous dites, oh, écoute, on arrête de rediffuser ça à ta famille, tu leur en parleras après, tu leur envoies le compte-rendu, ou tu leur montreras la vidéo plus tard. Mais concentre-toi sur ton boulot parce que tu es payé pour ça, en fait. Après, la problématique, c'est que montrer les vidéos plus tard, on n'a pas le droit de filmer dans l'Assemblée nationale, hormis par le flux direct, Il suffit de faire techniquement. un flux il suffit de faire un flux qui Un est flux différé. différé, oui. C'est hyper simple. En fait, Mais, ou de pas faire de flux du tout, hein. la question, c'est vrai que enfin, la proposition est assez atypique parce qu'on est quand même dans une période où les gens veulent potentiellement voir davantage ce qui se passe dans les hémicycles locaux, par exemple en conseil municipal, les gens veulent davantage voir ce qui se passe dans les mairies, les gens aimeraient savoir ce qui se passe en CMP parce que les CMP c'est très opaque, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, sauf parce que ce qu'en racontent les députés ou les sénateurs qui vont dedans. Donc dire on arrête de Oui, diffuser en direct, ça va complètement à contresens de cette oui. logique. Mais il faut assumer d'être un petit peu innovant. Mais encore une fois, il y a une différence entre l'opacité et la communication. L'entre-deux, c'est la transparence et l'information. Et ça peut se faire sous différents formats. C'est pas conditionné à un format, la transparence. C'est pas conditionné à un format, l'information. Vous voyez? Là, on ne peut pas ne pas me dire qu'il y a un détournement de l'information et de la transparence à travers de la communication et de la désinformation. C'est évident, n'importe qui regarde, ne serait-ce que des questions au gouvernement, bon, soyons sérieux. Ah Vous avez bah, regardé des questions au le gouvernement? meilleur exemple, c'est quand même quand Monsieur Attal a essayé de faire les questions au Premier ministre pendant une après-midi, où c'était une après-midi qui était davantage dédiée à la communication aussi, hein. Ça en était Mais- un parfait exemple aussi. Donc ça sert à quoi ça sert à quoi pour la nation? Ça fait rigoler des gens, vous êtes devant la télé, ça vous fait marrer. Moi, quand je suis là, ça me fait pas marrer du tout, parce que c'est Ça du temps nous qui est fait pas perdu pour le spécialement boulot. marrer, ça nous désole aussi des fois, hein. Mais Quand on voilà, donc suit vous voyez, l'actualité parlementaire, politique ou géopolitique et qu'on voit comment peuvent être traités les sujets, on se désole plus qu'on ne peut en rigoler, malheureusement. et donc une des raisons, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les sujets sont traités ainsi, et on n'a pas besoin d'une sixième république pour dire, écoutez là, bon, on voit que ça faut arrêter le délire. Euh, Tant que vous n'êtes pas calmés, les gars, que vous bossez pas sérieusement, on débranche ces trucs-là. Ce sera la prime à celui qui bosse et pas la prime à celui qui fait des cris. Mais dans votre groupe aussi, il y a potentiellement eu... Enfin, il y a potentiellement... Il Mais y je a vous eu le des dis, prises de parole de ce style. mais je vous le dis, dans tous les groupes. Dans C'est tous les quelque groupes. chose de Mais propre à parce tout le que, monde. alors déjà, il y a des groupes sur lesquels vous regarderez, c'est beaucoup plus représenté que d'autres, hein. Et puis aussi parce que il y a une prime à ça. Il y a une prime. Et la prime, c'est quoi? C'est une autorité. Mais est-ce que c'est une autorité qui est fondée sur l'activité réelle du député? Non. Pour autant, elle est extrêmement rentable.
Donc il faut Tout en une rappelant discipline que collective très forte. là, vous parlez de l'activité réelle du député. Il faut aussi rappeler que l'activité réelle du député ne se résume pas à ce qui se passe à l'Assemblée, hein. C'est quelque chose qu'on passe énormément de temps à essayer d'expliquer aux gens. L'activité réelle du député, ce qui se passe à l'Assemblée, c'est pas la moitié forcément de ce qui se passe réellement dans le cadre de l'activité de député. Quand on voit tout ce qui doit être Alors, fait en circonscription, ce qui doit être fait en commission, voilà, il n'y a pas que ce qui se passe dans dans l'hémicycle. l'hémicycle. Oui, oui, dans Dans l'hémicycle, je l'hémicycle. voulais dire plutôt. Oui, tout à fait. Du coup, donc, Mais réforme du règlement sur ce sujet. ah bah totalement. Moi, enfin, je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'il y a un enjeu, il y a un double enjeu. Il y a un enjeu sur les niches. L'obstruction étant flagrante, et donc là, il faut du temps maîtrisé, du temps contrôlé, à mon avis. Et puis, ou plus de niche, hein, ou plus de niche. Parce que au moment, voilà, il faut pouvoir sanctionner l'obstruction. Et puis aussi, il faut pouvoir sanctionner le fait que les gens s'adressent pas à leur interlocuteur naturel. Leur Eh, interlocuteur naturel, c'est le député d'en face. c'est curieux de dire plus de niches quand même, sachant que les niches sont censées exister pour permettre aux petits groupes parlementaires, comme l'UDR notamment, de pouvoir poser des textes et en parler sur une journée. Dire plus de niches, D'accord. c'est faire perdre une occasion à des groupes parlementaires qui ne sont pas de la majorité Ouais. de pouvoir avoir une journée qui leur est dédiée. Alors, plusieurs choses. Premièrement, est-ce que vous avez l'impression que ça a marché? Non. Et ce, pour tous les groupes d'opposition, hein. Après, par Ils se sont exemple, fait bâcher. je sais pas, le quatrième texte que vous proposiez dans votre niche, qui était un texte sur les. Alors attendez, je vais lire Maladie professionnelle des voilà, sur les pompiers. maladies professionnelles chez les sapeurs-pompiers. Ça aurait pu être un texte qui, placé en première position, Oui, voilà, ça aurait aurait pu pu. passer très Ça aurait pu. facilement. C'est arrivé que sur des niches socialistes, des petites avancées passent très facilement quand c'est le Exactement. premier texte ou autre. Mais dans ce cas-là, c'est pour dire on a fait passer GDR, un ça c'est texte, c'est pas. la niche GDR jusqu'à la fin, Non, mais ça s'est attendez. relativement bien passé aussi à ce niveau-là sur des Oui, petits mais textes. parce que c'est des tout petits textes. Mais ça dépend. Dans ce cas-là, ces textes auraient pu être repris par n'importe qui. Et c'est pas un marqueur politique. Donc, si vous voulez une niche, parce que vous dites, OK, je suis dans l'opposition, donc je fais des niches de marqueurs politiques. Si c'est un marqueur politique, il passe pas. Donc, tout ce qui n'est pas marqueur politique peut passer à ce niveau-là. À quoi ça sert que ce soit une niche du parti en question? Pas à grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, ça pourra peut-être vous choquer, mais quand on est pour la démocratie, on sait reconnaître quand on est en minorité et quand on est en majorité. Et moi, ce que je veux, à titre personnel, c'est un État qui avance, un pays qui bouge dans le bon sens, ou qui bouge pas quand il faut pas bouger, mais qui n'est pas dans la chienlit où en fait c'est instable et chacun se bloque parce qu'on se tire dans les pattes. Si je suis en minorité, je suis en minorité, je suis prêt à l'assumer. D'accord. Je sais, ça peut choquer parce que c'est pas l'état d'esprit de beaucoup, mais ça me semble être logique. Quand on est dans un conseil municipal et qu'on est 1 sur 28, eh ben on apprend que on fait ses remarques, et puis si on perd, on accepte à perdre. On accepte de perdre. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose qu'il faut réapprendre parce que là, on a la prime à des agitateurs professionnels et c'est pas ça la solution. Et donc faire des niches pour faire des niches, pour agiter l'Assemblée, alors que ça marche jamais, sauf quand c'est des marqueurs qui sont pas des marqueurs politiques. Dans ce cas-là, bon bah, vous voyez, vous le passez au gouvernement, puis le gouvernement peut-être qu'il la passe ce texte. Et ben, je suis pas convaincu que ce soit extrêmement utile. En tout cas, jusqu'ici, moi, j'ai pas été convaincu. Alors là, on va aller peut-être un peu plus sur les sujets des textes en question. Bon, l'accord franco-algérien, on va passer un peu outre parce que voilà, il n'a pas vraiment été étudié. Sur le deuxième texte, j'ai une question. Donc, le deuxième texte, c'est dans le cadre de l'inéligibilité. J'ai une question de Kalias dans le chat qui pose la question de comment justifiez-vous le fait de vous présenter comme les défenseurs de l'autorité et de l'ordre républicain tout en proposant une loi qui pourrait permettre à des élus condamnés comme Madame Le Pen de se maintenir en poste? Voilà, question cash sur un sujet assez cash. Ah, comment. Ouais, ça montre qu'il y a eu beaucoup de désinformation en amont, cette question. Euh, cette loi, elle permet pas à des élus condamnés définitivement de se maintenir en poste. Cette loi, elle permet à des élus, justement, qui n'ont pas été condamnés définitivement, de faire valoir leur présomption d'innocence. Puisque, pour rappel, elle vise à empêcher l'application provisoire, l'exécution provisoire d'une sanction d'inéligibilité. Pas la sanction d'inéligibilité, contrairement aux argumentaires qui ont été développés pendant 4 Ouais, heures par les Insoumis, par les socialistes, par toute la gauche et par LR, pour- qui faisaient semblant de ne pas comprendre parce qu'à la télé, ça passait bien. Vous voyez, le je, sujet vais, je- reboucle. je vais dire du coup exactement l'article. L'article unique de la proposition de loi vise à préciser l'article 131-26 du Code pénal que l'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité ne peuvent faire l'objet d'une exécution provisoire. Voilà, ça c'est la proposition exacte telle qu'elle a été déposée. Voilà. Voilà, et pour répondre à la question de votre abonné, donc ça, premièrement, ça montre qu'il y a eu une désinformation, et si vous écoutez les débats dans l'hémicycle, vous comprenez pas non plus, parce que les débats dans l'hémicycle ne s'adressaient pas aux députés. Parce que moi, je savais que celui qu'en face, il disait, il mentait, hein, etc. Vous voyez, mais ça sert à rien, parce qu'il s'adresse à la télé. Euh, Troisième élément, qui est non négligeable, nous, on a eu un exemple tout simple à l'UDR, hein.
d'une députée qui a été victime Madame Barège, de cette exécution il me provisoire. semble, Voilà, Madame Barège, qui était elle a rapporteuse été du déchue. texte. Exactement, elle a été déchue de tous ses mandats du jour au lendemain. Elle en avait plusieurs par ailleurs. Je crois qu'elle était maire, elle devait être conseillère départementale. Donc voilà, elle a tout perdu. Alors ça a des effets professionnels importants parce que quand vous, en fait, ça devient un métier quand vous faites que ça. Donc vous avez pas de job à côté. Hein. Je te parlais tout du jour au lendemain. Le chômage, parfois vous l'avez pas. Donc c'est voilà, plein de trucs comme ça. Mais au-delà de ça, euh, sa ville qui était une grosse ville, hein, Montauban, c'est pas non plus un petit village, paralysé pendant plusieurs semaines. Enfin voilà, problématique au-delà de l'individu, problématique institutionnelle parce que ça arrive comme un coup près. Et puis 5 ans après. En appel, on se rend compte qu'elle est innocente. Mais entre-temps, elle a tout perdu, ses mandats, elle les récupère pas. Vous voyez? Là où, dans les autres cas de figure, on n'a pas d'exécution provisoire. L'exécution provisoire, c'est quelque chose à manier vraiment avec, beaucoup d'attention et moi, ça me semble problématique en démocratie parce que surtout, ça peut être détourné de son objet. Et là, du coup, moi, ça me fait réagir plusieurs personnes, Cariotti, Petitgad et d'autres dans le chat qui portent la question de est-ce que du coup vous êtes contre pour l'arrêt de tous les types d'exécutions provisoires? Et pourquoi faire un régime d'exception pour les élus dans ce cas sur le sujet de l'inéligibilité? Alors, c'est une réflexion qui est hyper intéressante en vrai. C'est un sujet qui est hyper intéressant. Il y a plusieurs raisons. Moi, c'est un avis sur lequel je suis prêt à évoluer, hein, mais et sur lequel j'ai évolué en fait, parce qu'à l'origine, je me disais, ouais, exécution provisoire, pourquoi pas, parce que j'étais dans la logique que les élus, c'est tous des pourris par définition. Comme c'est logique que tout le monde a, parce que vous regardez la télé, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire, voilà, et admettons. Euh, plusieurs éléments là-dessus. Premièrement, on peut penser à l'exécution provisoire d'une peine quand? Quand cette dernière empêche la récidive. Et que vous avez un doute substantiel, faut que le doute soit élevé, que l'individu puisse récidiver à supposer qu'il ait été coupable. Comme vous avez quand même un doute important, parce que vous avez fait, etc., de sa culpabilité, mais si vous n'avez pas la preuve finale, parce qu'il a certainement interjeté appel, et donc il est toujours présumé innocent, vous avez un risque très important pour les tiers de récidive, à supposer qu'elle existe. Je prends l'exemple tout simple. Vous avez un kiné qui est poursuivi pour avoir violé 10 femmes dans son cabinet, dans le cadre de l'exercice de son travail. Eh bien, il est condamné en première instance, il interjette appel. Il ne serait pas totalement délirant dans ce cas de figure qu'il y ait une exécution provisoire. Et ça, il faut que la justice aille vite en vrai. Parce que si la justice est lente et que vous avez une exécution provisoire qui dure 2 ans, c'est très très problématique. Mais c'est des sujets qui rebouclent tout le temps. Qui est une exécution provisoire qui l'empêche, le cas échéant, de violer à nouveau des personnes dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Vous voyez? Parce que là, il y a un danger. Et on estime qu'entre la liberté de l'individu et le danger, on est prêt à restreindre la liberté de l'individu, et quitte à se tromper, parce que le danger est énorme. Donc l'exécution provisoire, c'est des cas particuliers où l'individu peut réitérer, typiquement. Ça ne veut pas dire qu'il l'a fait, mais ça veut dire qu'on est prêt à limiter ce risque-là. Je pense que ça doit être manié avec énormément de précautions, parce que ça peut détruire des vies, ça peut détruire des carrières. C'est très très problématique. Dans le cas typiquement qui a été évoqué par la gauche tout le long dans ce débat, par la gauche et par la droite en fait, hein, tout le long de ce débat, qui est le cas de Marine Le Pen, bon, typiquement c'est à manier avec encore plus de précautions, parce qu'il y a une élection à la présidentielle sur la balance. Et donc, la liberté de l'électeur, au-delà de la liberté de l'individu à se présenter. Quand on a 11 millions de personnes qui votent pour vous, c'est pas qu'on en avait 4, c'est pas la même chose. Et puis au-delà de ça, il y a le fait que l'individu n'était pas en mesure de réitérer les actes qui lui sont reprochés. Parce que plus au sein du Parlement européen, c'est ça que vous voulez dire? Plus au sein du Parlement européen, plus président de parti, donc ne peut plus donner les consignes qu'on lui reproche d'avoir données. Donc il y a des éléments qui font que là-dessus, c'est problématique. Et puis il y a encore autre chose. Moi, je vais même au-delà. Je pense que l'inéligibilité en tant que sanction, mais ça, c'est un autre débat, hein, n'est pas une bonne sanction judiciaire. Je ne suis pas convaincu que ce soit au juge de contrôler le politique. Donc vous auriez voté Je contre pense que c'est la loi Sapin 2, j'imagine. totalement, mais totalement. En fait, si vous voulez, mais maintenant, j'aurais voté. À l'époque, j'aurais certainement voté pour parce que j'étais dans cette logique globale. Les élus sont tous pourris, ils s'en mettent plein les poches dans le dos, c'est des escrocs, etc. Maintenant, j'ai vu un peu l'envers du décor. Il y a des escrocs et des pourris comme partout, peut-être un peu plus, mais c'est pas une raison de sanctionner tout le monde. Et surtout, ça porte, c'est détourné. Parce que vous pouvez avoir des manipulations et de l'instrumentalisation de la justice
par d'autres justiciables, hein. Je dis pas que c'est forcément de la justice en tant que telle, mais il faut voir de l'instrumentalisation de la justice pour pénaliser le politique. Si vous regardez les réquisitions et même le jugement envers Marine Le Pen, typiquement, si vous avez fait un peu de droit, vous verrez que c'est inadmissible. Vous verrez qu'il y a des propos qui n'ont pas leur place dans une décision de justice. Du coup, Donc, vous arguez aussi peut-être un peu la logique des. Enfin, en disant ça, vous évoquez la logique des juges rouges, j'imagine, en partie. bah, rouge ou pas. En fait, rouge ou pas rouge, c'est pas la question. La question, c'est que on a mis en place un dispositif qui met le politique dans la main du judiciaire. Je dis pas, il faut mettre l'individu dans la main du judiciaire. On est condamné à de la prison, on est condamné à de la prison. On est condamné à une amende, on est condamné à une amende. Mais quand on met le politique dans la main du judiciaire, par définition, la séparation des pouvoirs, déjà, elle est un peu problématique. Et puis, ça peut être instrumentalisé. Et force est de constater que moi, l'exemple que j'ai lu, ça l'a été. Au-delà même des erreurs, Brigitte Barège, bon, c'est une erreur de justice, comme ça arrive tout le temps. Parce Alors, que personne n'est parfait. moi, ça me fait rebondir. En fait, ça me fait penser plutôt à une proposition très récente d'un de vos députés, d'un député qui est un de vos collègues, pas de l'UDR, mais un collègue de droite, Monsieur Jean Brun, qui a quelques jours évoqué l'idée de faire élire les juges. Est-ce que c'est quelque chose qui peut Oui. être une solution, vous pensez? À l'américaine, en fait, un peu, d'une certaine façon, avec des personnes de l'institution judiciaire qui seraient élues dans le cas de circonscription ou autre. Alors, en fait, dans le cas précis qu'on évoque, ça ne changerait pas grand-chose. Puisque le juge est censé. Le juge, son boulot, c'est d'être, comme Montesquieu, hein, la bouche de la loi. Voilà. Il doit dire la loi. Il ne doit pas rajouter, hein, il doit dire la loi. C'est là où c'est tout un enjeu d'interprétation, notamment sur tout ce qui est jurisprudence, hein. Euh, Et donc, dans ce cas-là, le juge, il appliquerait très probablement l'exécution provisoire d'une sanction d'inéligibilité, d'une peine d'inéligibilité à une personne qui n'est plus en mesure de prendre les actes qu'on lui reproche et avec des conséquences qui sont graves pour la démocratie française. Qu'il soit élu ou pas, si vous voulez. On touche, c'est plutôt le contenu législatif qui invite à s'interroger. Indépendamment du fait que la proposition de mon collègue, c'est une proposition qui revient souvent, qui est intéressante, hein. Et du coup, vous en pensez quoi dans l'idée, vous, de cette logique? Alors, c'est très américain, on va dire, cette logique-là. Ouais, je pense que ça a son avantage et son inconvénient. L'avantage, c'est que ça responsabilise les juges. Les juges, c'est une fonction qui est irresponsable dans le sens, disons, étymologique du terme, quasiment, quoi, hein. Pas vraiment de responsabilité des juges, c'est quand même c'est unique, hein, c'est exceptionnel. Euh, la responsabilité des députés se matérialise. La responsabilité de l'exécutif, elle se matérialise. La responsabilité des juges, je suis désolé, hein, ça ne matérialise pas trop. Ça ne matérialise pas du tout. Donc c'est quand même. Moi, je pense que ça, c'est problématique. Et donc, ça peut être une façon. L'inconvénient, ça, c'est une lecture très, très superficielle, mais qu'il faut avoir en tête. L'inconvénient, c'est que ça politise les juges aussi. Oui. Euh, et donc, vous avez quand même un risque de populisme à un moment ou à une autre. C'est un mot qu'on aime bien utiliser pour faire peur aux gens, mais vous avez quand même un risque de juges qui sortent un peu de leur cadre. Est-ce qu'ils sortent aujourd'hui? Oui. Mais est-ce que en faisant ça, ils sortiront pas aussi? Oui, parce que ça dépend de ce que veut l'électeur. Est-ce que l'électeur comprend toujours tout? Non. Vous regardez le débat qu'on a eu là sur la peine d'inéligibilité, l'application provisoire de la peine d'inéligibilité, la moitié des gens n'ont rien compris. Ils ont rien compris pourquoi? Non, mais c'est la vérité. Les trois quarts des gens n'ont rien compris. Ils ont rien compris pourquoi? Parce qu'il y a des campagnes médiatiques de désinformation. Et est-ce qu'il n'y aura pas des campagnes médiatiques de désinformation une fois qu'on aura élu les juges, si on décide de faire ça? Bah, il y en aura quand même. Donc, c'est un aspect positif, c'est un aspect négatif, c'est vraiment un modèle de société. Moi, je pense qu'il y a plein d'autres modèles où on peut encore venir changer le fonctionnement des juges. Je pense personnellement qu'il faut responsabiliser les juges en tenant compte des appels et des cassations sur leur jugement pour savoir si ils ont bien jugé en première instance ou pas. Et qu'auquel cas, ils aient des pénalités ou au contraire des Vous bonus. voulez faire une responsabilisation des juges sur leur bon ou leur mauvais jugement vis-à-vis du jugement final, c'est ça? Exactement. D'accord. Je fais une hypothèse là-dessus, c'est la qualité du jugement final. Bon, voilà, c'est une hypothèse assez forte. Et Mais jusqu'où va le jugement final? Est-ce qu'on attend qu'il aille jusqu'à la CEDH potentiellement ou on reste sur les instances non, nationales? je prends une instance nationale. D'accord. Mais donc voilà, je sais pas, par exemple, là, vous voyez, c'est un truc qui me vient comme ça, mais et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais une réflexion. C'est un jeu un peu intellectuel. Vous commencez juste, vous avez 10 points. Vous avez 5 points. Vous avez une jauge comme ça. Vous êtes confirmé en appel ou confirmé en cassation, vous gagnez un point. Vous êtes dédit en appel et en cassation gravement, vous perdez un point.
Vous arrivez à zéro, ça va pas, quoi. Et comment en appel ou en cassation on fait pour voir si le jugement est bon ou pas et noter aussi du coup? Bah, jugement, bah, en cassation, vous pouvez plus. Vous partez du principe, votre référence, moi, c'est ce que je vous dis, c'est l'hypothèse pragmatique, c'est que ma référence, c'est la cassation. En même temps, aujourd'hui, on repose sur cette hypothèse-là, sur tout notre système de justice. Oui. Donc moi, je m'inscris dans une hypothèse qui est celle de notre système, enfin, qui est celle de nos institutions. Ou alors, il faut changer totalement l'institution. Donc moi, je joue avec les règles telles qu'elles sont, vous voyez. Et alors là, je vais revenir un peu sur. On reste un peu dans la justice, et notamment sur le cas de l'incarcération, sur votre cinquième texte, qui était le fait de. Alors attendez. Instaurer une contribution des détenus aux frais d'incarcération quand il Ouais. s'agit de mineurs. Voilà. Non, s'il s'agit de mineurs versus une. Alors, attendez. Le texte prévoit de modifier le code pénitentiaire afin que les personnes détenues ou les responsables légaux, s'il s'agit de mineurs, versent une participation financière destinée à contribuer aux frais de leur détention. Le montant de cette participation serait proportionnel à leurs ressources et à leur patrimoine selon un barème fixé en décret en Conseil d'État. Alors, ça reprend une proposition que Gérald Darmanin avait fait à l'oral il y a quelques semaines, quelques mois, il me semble. Darmanin avait évoqué cette possibilité. Euh, moi, j'ai une question qui m'est posée sur le sujet des mineurs. Vous voulez faire contribuer les parents des mineurs incarcérés, ne risque-t-on pas d'alourdir encore plus la charge sur les familles souvent démunies, déjà fragilisées par la détention d'un enfant? Quel objectif social ou réhabilitatif cela sert-il réellement? Alors, la question, c'est la notion de la famille. Et de la responsabilité au sein d'une famille. Voilà. L'autorité parentale. Pour que l'autorité parentale ait un minimum de sens, il faut que le parent puisse être considéré comme un minimum responsable des actes de ses enfants. Euh, Ça va quand c'est positif, ça va aussi quand c'est négatif. Et donc, voilà le lien. Quand vous touchez des allocations, quand le parent touche des allocations, c'est pas parce qu'il s'appelle Jean-Jacques ou Martine, c'est parce qu'il a un enfant. Donc, on lui dit, ok, t'es responsable d'un enfant, et ben la nation entière, votre voisin, des gens que vous connaissez pas, te donne de l'argent pour bien t'en occuper. On ne donne pas de l'argent pour te faire plaisir. On donne de l'argent parce qu'on considère que c'est important et que le premier noyau de responsabilité, au-delà de l'individu, et jusqu'à la majorité de l'enfant, c'est la famille. Et que les parents ont une responsabilité là-dedans. C'est pour ça que la nation reconnaît le foyer fiscal, a mis en place des politiques euh, paternalistes ou natalistes. C'est pour ça. Et donc à partir de là, les parents ont une responsabilité à laquelle ils ne sauraient se soustraire un peu aisément. Et associer tout de suite la pauvreté, la précarité à cela, je pense que c'est pas la raison. En tout cas, c'est pas suffisant. Et du coup, mais quel est l'objectif derrière, d'un point de vue social ou réhabilitatif? À quoi, enfin, est-ce qu'il y a un objectif social ou réhabilitatif ou c'est juste un objectif punitif? Un objectif punitif assez clair. C'est un objectif aussi d'alignement des intérêts. Vous voyez, il y a des gens qui se désintéressent totalement de ce que font leurs progénitures. Ils abandonnent complet. Voilà, ils font des gosses, mais ils abandonnent. Ils abandonnent totalement. Ils les laissent à la dérive complète. Et c'est le premier critère, hein. Si vous regardez les taux de délinquance aux États-Unis, vous recoupez ça avec les taux de parents célibataires, c'est gigantesque. La corrélation, elle est gigantesque. Donc c'est un taux aussi d'abandon, hein, des enfants. Enfin, d'abandon au sens social, pas d'abandon au sens strict, hein, des enfants. Et donc, il faut responsabiliser les gens aussi. Donc, on réaligne les intérêts. On Et, réaligne les intérêts. et, C'est-à-dire qu'on est dans le même bateau. je vais vous poser une question parce que dans un cas, ça serait aussi la responsabilité de l'État lui-même. Dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, s'il y a des enfants d'aide sociale à l'enfance qui font quelque chose, c'est qui paye? C'est l'État lui-même? Qui paye pour Alors, les c'est enfants déjà dont l'État il a qui la paye. charge? Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est dans cette déjà. logique-là? Bah oui, mais c'est déjà l'État qui Ou paye. c'est ou c'est Aujourd'hui, ou quand. c'est quelque chose qu'on met sur la charge de l'enfant une fois qu'il sort de l'ASE? Ah, mais attendez, aujourd'hui, c'est déjà l'État qui paye pour tout le monde qui est en prison. Tout le monde, vous voyez? Enfant, pas enfant, c'est l'État qui paye. C'est vous qui payez, c'est tout le monde. Là, cette proposition de loi, elle vient remettre l'église au centre du village en disant, attendez un moment, t'es un peu responsable. euh, tu crées une charge qui n'est pas une charge légitime. Il y a des charges qui sont légitimes pour la collectivité, des charges qui ne le sont pas. On est d'accord. On pense qu'elle est en prison, c'est pas nécessaire. Enfin, moi, je considère que c'est pas un passage nécessaire. À partir de là, nous, on est obligé de mettre l'État français, la France, la nation est obligée de mettre des moyens en face de ça. Parce que tu nous forces à t'incarcérer. Bon, en plus, tu nous forces à payer. Bah non, tu vas prendre en charge une partie, à hauteur de tes moyens. Vous voyez? À hauteur de tes capacités de ces frais d'incarcération. Et Non. pour la question de l'enfant à l'ASE, il est mineur. Bon, le sujet est déjà traité, le mineur, il paye pas. Ah, mais du coup, cette logique, elle s'applique comment, cette logique de responsabilisation des parents? Ça voudrait dire que l'État fait pas le travail au niveau, parce que vous parlez de responsabilisation. L'État ferait pas le travail de responsabilisation auprès de ses enfants de l'ASE. Enfin, comment on peut avoir quelque chose
une évolution là-dessus. Attendez, mais Parce là, que on parle des ASE, de l'ASE, etc. Mais ça, c'est un sous-sujet. Moi, je veux bien qu'on traite de l'ASE à part. Là, on parle de tous les personnes incarcérées, détenues, quel que soit leur âge. Bon, après, sur l'ASE, justement, bah, j'en profite de parler de l'ASE parce que c'est aussi le rôle des politiques de manière générale de traiter tous les aspects, y compris les ouais, exceptions de ce genre de propositions. C'est pour mais ça que je vous pose cette non, non, question. mais en fait, c'est pas une exception. L'ASE, c'est traité. L'ASE, c'est traité. Il y a plus si vous avez plus l'autorité parentale, le problème, il est réglé. Vous voyez? Alors, est-ce que c'est l'État qui va payer? Mais c'est déjà l'État qui paye. Donc oui, c'est l'État qui va payer si vous voulez, mais c'est l'État qui paye. C'est Ok. déjà le cas. Donc là, c'est pas un problème. L'ASE, c'est un vrai sujet. L'ASE qui est traité en commission, par ailleurs, par un collègue député de l'UDR. C'est un sujet qui va au-delà de savoir l'emprisonnement des mineurs ou pas. L'ASE, c'est un sujet de prostitution institutionnalisée, c'est un sujet d'opacité des statistiques, notamment d'origine des personnes concernées. C'est un vrai sujet, l'ASE. C'est un sujet d'accompagnement psychiatrique. C'est un gros, gros sujet. Alors, du coup, là, je vais enchaîner sur un autre des textes. On s'approche doucement de la fin, hein. Sur le sixième texte, alors c'est le texte sur les peines planchées pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et des pompiers. Alors moi j'ai une Oui. question qui me revient, pourquoi réserver ces peines planchées uniquement aux agressions contre les forces de l'ordre et les pompiers? Sous-entendu, est-ce que la vie d'un enseignant, d'un soignant, d'un agent de caisse ou d'un militant agressant manif vaut moins à vos yeux? Que prévoyez-vous pour protéger les citoyens contre la violence policière systémique? Voilà, il y a aussi le sujet de la violence policière qui rentre. Sont drôles. Intolérable et trop souvent raciste qui ont régulièrement lieu en France. Pourquoi une telle impunité? Voilà, je vous lis la question dans son entièreté. Ok, alors il y a Alors plein déjà, pourquoi d'éléments là. c'est pas pour tous les agents publics aussi? Alors, il y a plein d'éléments. Alors, plusieurs éléments. Un, il y a un élément de pragmatisme, capacité à faire passer un texte de loi. Bon, et ce noyau-là, qui est le noyau qui est le plus exposé à la violence, parce qu'on va pas se cacher, hein, c'est pas tous les agents publics sont exposés plus ou moins, ceux qui sont exposés au public le sont plus, et ceux qui sont exposés au public dans des situations de détresse ou de violence le sont encore davantage. Et ben c'est quoi? C'est les forces de l'ordre et c'est les pompiers. Donc à un moment, il y a des priorités. Donc on s'est dit, on s'occupe des priorités. Vous Après, comprenez ou pas? Ça, il c'est y a, il y a une, technique un peu de il y a une Pareto. véritable augmentation aussi du fait d'agression sur les enseignants, hein. D'accord, C'est vous quelque passez chose de un à qui... 2. Non, mais Non, je mais veux si dire, vous voulez, voilà, mais les vous passez enseignants peuvent aussi être... voilà. plein de gens. Mais si on regarde les statistiques des agressions, vous avez des catégories. Je ne minimise pas l'agression de quelque individu que ce soit. Mais vous avez des catégories. Vous avez un noyau des violences. Bon, donc vous traitez le noyau. Le noyau, c'est ça. De façon très pragmatique, si vous voulez avoir une chance que ça passe. Premier élément. Deuxième élément, on a eu un autre texte de loi sur lequel je vais aller présenter la position de l'UDR, qui était celle, justement, de prévoir l'aggravation, la circonstance aggravante des peines, et vous pourrez trouver mon allocution sur le site de l'Assemblée, pour les crimes et délits qui touchent au personnel médical. Oui. Vous voyez, donc c'est un autre texte sur lequel l'UDR s'est présenté, j'ai voté pour, j'ai argumenté en faveur de cela, personnel médical, pourquoi? Parce qu'on a vu aussi l'explosion là-dessus, parce que c'est dès que vous avez un contact avec du public en détresse ou violent, qui est un contact sous tension, vous avez ça. Enfin, pas automatiquement, mais ça augmente. Euh, et donc là, l'idée, c'était d'avoir une aggravation des peines, une circonstance aggravante, pour le personnel médical, le personnel paramédical, pour les actes qui se déroulent dans le cadre de leur fonction, de leur activité, naturellement, hein, dans les établissements de santé, les établissements paramédicaux, et puis aussi pour les dégradations de matériel médical. Ça, c'est assez malin, on n'avait pas pensé. Et ça peut jouer aussi, vous faites péter, vous savez, un défibrillateur, je sais pas combien ça coûte, mais parce que vous êtes énervé, vous voulez claquer l'infirmière avec, bon, bah, c'est une circonstance aggravante quand même. Le raisonnement sous-jacent à tout cela, et ces deux textes à mettre en parallèle, c'est de se dire que quand on attaque une personne qui exerce une mission de service public, dans le cadre de cette mission d'exercice public, et parce qu'elle exerce une mission de service public, sachant que dans le cadre de la santé, c'est pas considéré comme tel, hein, mais dans le cadre dans le texte qu'on avait, et bien là, vous attaquez pas qu'à un individu. Vous attaquez à tout un système, le système qui vient vous aider, vous soigner, vous protéger dans le cadre des policiers, vous soigner dans le cadre des médecins ou des infirmières ou des aides-soignants, et vous protéger dans le cadre aussi vous secourir dans le cadre des pompiers. Ce qui rejoint la question de la famille, etc. C'est-à-dire, je touche. Il y a une question de responsabilisation globale. Mais en fait, Vous voyez? moi c'est vrai que c'est là, ça me fait tilter. Quand vous avez dit tout à l'heure que ça a potentiellement plus de chances de passer parce que vous parlez d'un noyau du sujet principal, mais justement, si vous parlez potentiellement de l'ensemble des missions de service public, il y a potentiellement des élus qui sont plus à gauche que vous, que ça pourrait intéresser parce qu'on protège l'ensemble des agences du service public sans faire d'exception.
Et c'est quelque chose, au contraire, qui peut paraître plus consensuel de parler de l'ensemble des missions de service public. Alors, parce que, attention, il y a troisième élément de réflexion. Vous avez déjà un corpus juridique en vigueur. Oui, les Donc, circonstances moi, par aggravantes, oui. exemple, moi, j'étais fonctionnaire, j'avais une protection qui n'était pas la même que vous quand j'étais fonctionnaire, en fonction de mon activité. Donc, il y a déjà les circonstances. Si vous voulez, là, par exemple, le texte, il était sur les forces de l'ordre et les pompiers, qui, je le rappelle, sont le noyau de l'explosion des violences subies. En parallèle, on avait voté un texte sur les circonstances aggravantes pour spécifiquement les établissements de santé et et le personnel de santé. Donc après, c'est une question, c'est presque de l'ingénierie parlementaire ou législative, hein, sur comment on articule tout ça. Effectivement, il y a déjà une prise en compte, typiquement, il y a déjà des textes de loi sur la notion d'outrage. Vous voyez, la notion d'outrage, c'est déjà quelque chose qui s'applique spécifiquement aux personnes chargées d'une mission, je crois, c'est pas une mission de service public, mais de fonction de ce type, que ce soit un maire, quelqu'un qui a un pouvoir qui soit différent du citoyen classique. C'est vrai que j'ai vu récemment, je ne saurais plus rappeler quel politique l'a dit, mais j'ai vu passer l'idée comme quoi un élève qui insulterait son professeur, une amende. Je sais plus quel député ou ministre a évoqué cette idée, mais voilà, le fait de mettre des amendes, au lieu de mettre juste un mot dans le carnet, maintenant voilà, outrage à un professeur, une amende. Vous pensez quoi de ce genre de Ouais. proposition? Ça va dans le bon sens Alors, pour vous? en général, à l'UDR, on est plutôt pour ce genre de proposition. Ah, maintenant, moi, à titre personnel, euh, et ça, c'est une réflexion globale sur pas mal de choses, hein. Je pense que quand on est obligé de légiférer sur ces trucs-là, c'est qu'on est en train de perdre la bataille. C'est comme quand des gens ont besoin de légiférer sur les tenues vestimentaires. C'est que si vous avez besoin de donner des ordres à des gens pour savoir comment ils doivent s'habiller, c'est un peu problématique. Vous voyez? Si on a besoin aussi de donner des amendes pour qu'un gamin n'insulte pas un professeur, c'est qu'on est à un stade où je suis pas sûr que l'amende suffise à modifier le comportement. C'est-à-dire qu'on est à un stade où l'autorité, la notion même d'autorité, hein, de rapport à quelque chose qui vous est supérieur et qui peut vous ordonner des choses, vous ouvrir une voie, est tellement déliquescente que 50 balles d'amende, à la limite, je suis prêt à la limite, le gamin va se dire, bah, tu sais quoi, je vais me faire un petit plaisir aujourd'hui. Donc, je dis pas que c'est une mauvaise idée, mais je dis que le fait que ce soit une idée déjà montre le point où on est, et ça montre aussi que c'est probablement un point de non-retour. D'accord. Vous voyez le raisonnement? Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Bah, du coup, ça s'applique par exemple aussi, là vous avez dit aussi les vêtements, donc j'imagine que quand vous parliez des vêtements, vous parliez par exemple des camions et de la baya comme ça a été fait l'an dernier. Plein de choses. Si on a besoin, par exemple, si j'ai besoin de faire une loi pour me dire qu'il faut pas que je me balade à poil dans la rue, d'ailleurs, elle existe. Oui. Mais c'est quand même problématique. Ça veut dire que la société, les gens qui m'entourent, ne sont pas capables de me faire comprendre et que moi, je suis pas capable de le comprendre que il y a des règles implicites entre nous. Et je suis obligé d'en faire une règle explicite. Je suis obligé de la sanctionner. Euh, et pour moi, c'est déjà que vous avez déjà perdu. Parce que quand vous faites ça, c'est que vous constatez un phénomène Vous qui est abordez que un les peu règles la explicites ne sont pas logique respectées, qu'on appelle la logique du bon sens aussi là. si vous voulez. Mais moi, je pense que quand je prends ces lois le cas échéant, je les voterai, mais ça veut dire quelque chose de beaucoup plus grave que ce que les gens pensent. Parce D'accord. que pour moi, la loi doit pas être convoquée. En fait, un parlementaire qui bosse bien, c'est un parlementaire qui bosse peu. C'est-à-dire qu'il travaille sur peu de textes de loi. Parce qu'il n'a pas besoin de sauter sur tous les ballons en pensant qu'il va éteindre tous les incendies parce qu'il va poser un texte sur un bout de papier. Vous voyez? Et donc, quand vous avez cette inflation là où on en fait de tous les côtés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, on surestime notre capacité à régler les problèmes, parce que la loi ne peut pas tout. Et surtout, la loi ne doit pas tout faire. Si vous voulez un régime qui soit totalement fasciste, vous avez un régime où vous avez la loi qui gère absolument tout. Vous avez l'État qui gère absolument tout. Moi, je suis pas pour un régime totalement fasciste, je suis pour un régime plutôt de liberté. Voilà. Ou en tout cas, c'est pas l'État qui va décider des règles communes. Ça peut être un peu la famille, ça peut être le village, ça peut être des trucs comme ça. Euh, et quand on veut sauter sur tous les ballons, ben on les prend mal, tous les ballons, hein. Et puis au bout d'un moment, tout le monde est bloqué, on peut plus rien faire. D'accord. Du coup, je pense que c'est peut-être le moment parce que au final, c'est un peu la fin des sujets. Bon, il y a plein d'autres textes qui étaient abordés dans votre niche, comme on l'a dit tout à l'heure, relancer le secteur du logement, la politique nataliste, euh, les pathologies les pathologies maladies professionnelles chez les sapeurs-pompiers. Mais globalement, par rapport aux textes que vous avez proposés, on avait fait un peu, qui ont été discutés en tout cas. On a pu les évoquer. Pour vous, quand même, est-ce que cette niche, c'est une réussite ou elle est ratée?
Votre bilan personnel en tant que député du groupe qui portait la niche, c'est est-ce que cette niche était ratée ou est-ce qu'elle était une Alors, réussite? la niche, par le comportement de nos adversaires politiques, a montré qu'il y avait deux dimensions à l'Assemblée nationale. Pour ceux qui ne le savaient pas. C'est un, il y a le débat d'idées. Et faire passer des lois qui font évoluer la société française. Et là-dessus, c'est un échec. On n'a fait passer aucune loi. Deux, il y a le combat politique. Et ça permet de démasquer les tartuffes. Ça permet de démasquer ceux qui font de l'obstruction parlementaire, et donc qui sont contre les institutions et contre la démocratie. Bon, voilà, en l'occurrence, ce jour-là, c'était l'extrême gauche et la gauche. Ça permet de masquer aussi ceux qui prétendent vouloir un texte, mais qui mettent le combat politique avant le combat des idées, et qui préfèrent planter un texte pour gagner une élection future, plutôt que d'améliorer le quotidien de leurs concitoyens. Parce que s'ils sont d'accord avec l'idée, c'est qu'ils considèrent que ça doit améliorer le quotidien de leurs concitoyens, et sinon ils seraient contre cette idée. Et ça a permis de masquer, de montrer la duplicité du gouvernement et des républicains. Donc, je pense que c'est un échec sur le fond des idées, du travail législatif, et c'est une victoire d'un point de vue politique. D'accord. J'aurais préféré que ce soit l'inverse. Et à titre personnel, quel était votre texte de préférence parmi les 8 textes déposés? S'il y en a un en particulier que vous auriez voulu faire passer ou avec lequel vous aviez une sensibilité. Je pense qu'ils sont tous très bien, mais je pense qu'il y en a deux qui, moi, il y en a deux avec lesquels enfin, j'ai un peu plus de résonance. Le premier, c'est le secteur du logement. D'accord. Parce que, pourquoi? Parce que c'est la première dépense des Français. Et donc, si vous voulez libérer du pouvoir d'achat, moi j'ai été élu pour libérer du pouvoir d'achat aux Français, hein. J'ai été élu pour lutter contre la pauvreté, j'ai été élu pour avoir un peu de croissance, pour que les gens puissent être libres de leur destin. Si vous voulez libérer un peu de pouvoir d'achat, vous vous attaquez en premier au logement. Et voilà, ça doit être 20% des dépenses. Donc, c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur les différentes lois, vous voyez. Bah, faut avoir une logique un peu de Pareto. Je vais pas m'attaquer à la dépense qui représente, je sais pas, vos jeux vidéo, qui représente 0,2% de votre dépense. C'est pas ça, c'est pas parce que je divise par deux le prix des jeux vidéo que je modifie votre cadre de vie. Par contre, si je divise par deux le prix de votre logement, alors là, ça vous ouvre un horizon. Bon, donc, ce sujet, il est fondamental pour les Français, à mon sens. Et surtout, il est d'autant plus fondamental que les politiques précédentes ont tout planté. Enfin, le secteur du logement français est dans un état terrible, terrible. Donc, il y a vraiment tout ce qui a été. À chaque fois qu'on a pu prendre une décision, enfin, que moi, je ne suis pas concerné, mais qu'il y a une décision qui a pu être prise, à chaque fois, c'était la mauvaise. C'est quand même incroyable, sur toute la ligne. On dirait qu'on veut planter le logement français. Et donc, quand on plante le logement français, on plante les Français, hein. On les met en précarité, on les met en dépendance financière, ils sont obligés de s'endetter et ils sont tous cuits. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, c'est relancer la politique nataliste. Parce que je pense aussi que le gros enjeu de notre siècle, c'est la natalité. Voilà. Personne n'en parle, tout le monde se cache, mais le gros enjeu de notre siècle, à l'échelle de l'Occident, et a fortiori à l'échelle de la France, c'est la natalité. Et on s'en cache, on évoque 3-4 chiffres, mais rien n'est fait pour travailler là-dessus. Et un peuple qui meurt, c'est pas un peuple qui va bien. Un peuple qui meurt, c'est un diagnostic terrible, à mon avis, hein. Vous voyez, c'est une nation qui se couche et qui se laisse crever. Et moi, je veux pas me résigner à ça, à une nation qui meurt. Voilà. Je pense que j'ai été élu par une nation pour la défendre. Mais la défendre, c'est aussi lui permettre d'avoir une certaine continuité. Dans un sens comme dans l'autre. Une continuité, ça veut pas dire être identique tout le temps, mais c'est d'avoir une certaine continuité, parce que la nation, c'est comme un organisme. Un organisme, ben, s'il arrête de croître, s'il arrête de prélever des ressources dans son environnement et de créer des familles et de se renouveler, ben, il meurt, quoi. Et ben, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de mourir en tant que nation. Donc natalité, C'est une bonne, logement. c'est une note un peu joyeuse, non? Oui, très joyeuse à la fin. Et alors, je vais faire un petit peu le lien avec l'actualité maintenant qu'on a fini de parler de la niche très rapidement parce que là, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Alors, question de nomades. Bonjour, avec les canicules actuelles qui sont de plus en plus courantes, le moratoire sur les énergies renouvelables voté par l'extrême droite et la droite est-il toujours une bonne idée? Alors je pense que voilà, oui, encore, il y a des gens qui comprennent rien. Euh, S'ils pensent que le fait de mettre de l'énergie intermittente qui va nous forcer à réduire le nucléaire, qui est l'énergie qui pollue le moins, qui va nous forcer à utiliser du gaz pour compenser, parce que c'est une énergie qui est pilotable, et donc du gaz ou dans certains pays du charbon ou dans certains du pétrole, et donc à polluer davantage, et ben, il va droit dans le mur. Donc
Je pense qu'il faut sortir des postures totalement dogmatiques. Il faut se renseigner. Il y a des experts qui travaillent là-dessus et qui ont démontré qu'on avait un problème de pilotabilité de notre ressource. C'est-à-dire que quand on a l'énergie quand on n'en a pas besoin, ce qui fait qu'on est obligé de soit avoir des prix négatifs, soit avoir des déstructurations du marché qui sont terribles, que par ailleurs, tous nos produits qu'on met, notamment nos panneaux solaires, ils viennent de pays étrangers. Moi, j'ai travaillé là-dedans parce qu'on aidait des entreprises françaises qui faisaient faillite et qui sont produits avec du charbon, en fait, et donc qui polluent énormément à la construction, j'entends, hein, et que le retour sur investissement entre ce qu'ils nous font économiser en CO2 au titre de notre électricité à nous et ce qu'ils ont coûté en CO2 à produire, eh ben, c'est 20 ans, leur espérance de vie, c'est 20 ans aussi. Donc, en gros, vous arrivez à peanuts à la fin. Donc, si vous voulez, à un moment, il faut un peu de recul, se rendre compte qu'on a un système qui est en France le plus décarboné, un des plus décarbonés au monde, qu'on est. Et donc, croire que planter 3 éoliennes, c'est ça qui va ralentir le changement climatique, euh, c'est penser que parce qu'il a débranché sa Livebox le week-end, l'Inde va arrêter d'extraire 1 milliard de tonnes de charbon. Vous voyez, le changement climatique, c'est mondial. Ça ne se fait pas dans son jardin, à votre abonné. Donc ça, c'est une énorme erreur de penser ça. C'est un peu simpliste. Ah, il Mais me, il qu'il me- essaye d'éteindre des... il me répond de vous rappeler que le nucléaire est aussi intermittent en temps de canicule. Bon, voilà. Super, ok, 4 jours dans l'année. Voilà. Donc, comparez, moi, vous avez accès à tous les chiffres, tous les graphiques sur Internet. C'est très clair, c'est hyper transparent. Et vous verrez que tous les jours, on efface nos capacités nucléaires pour faire entrer typiquement de l'énergie solaire allemande et qu'on paye au prix d'or. Donc, on a un système qui est relativement délirant en France. Et je pense qu'il ne faut pas avoir une approche dogmatique d'un côté comme de l'autre. Se rendre compte qu'on a une énergie, et vous avez des experts qui s'expriment là-dessus, qui sont très très clairs, une énergie qui a cru de façon déstructurée, avec l'argent du contribuable, hein, qui a permis de doubler en fait le prix de l'électricité. La facture du contribuable a doublé sans que l'émission en gaz à effet de serre de la France n'ait changé. Donc, à un moment, et le sous-jacent de tout ça, c'est l'Allemagne qui nous a envoyé les écolos pour plomber notre énergie nucléaire parce que c'était un facteur de compétitivité. Et donc l'Allemagne se dit, bah, je vais plomber mes concurrents. Qui pollue le plus, l'Allemagne ou la France? Je pose la question. Vous voyez? Qui a le plus d'éoliennes? Qui en avait installé le plus d'éoliennes? Qui s'était mis à fond sur le photovoltaïque et qui polluait pourtant le plus? Parce que c'était hyper intermittent. Eh ben, je vous donne dans le mille, c'est pas la France. Donc, je pense qu'il faut arrêter de tomber. Enfin, c'est facile, hein, je veux dire, on est influencé de tous les côtés. Il faut arriver à prendre un peu de recul sur ces sujets-là et constater qu'en France, on a un mix énergétique sur l'électricité, hein. Il y a d'autres sujets, hein. L'électricité, c'est à peu près un tiers, hein, de notre production énergétique, hein, qui est exemplaire à ce stade. À ce stade, hein. Insuffisant, mais exemplaire. Et que c'est pas en plantant 3 éoliennes qu'on va ralentir le changement climatique. En ralentir le changement climatique, c'est en travaillant sur ce qu'on importe. Parce que le changement climatique, en fait, on l'importe aujourd'hui. Vous voyez? Et donc, tant que euh, vous achèterez une bonne conscience en plantant 3 panneaux photovoltaïques dans votre pays, mais en laissant et en exploitant en fait des produits qui sont issus du charbon, voilà, votre iPhone, il est produit avec du charbon, hein, Mais et que vous sanctionnez pas ça. concrètement, c'est quoi les mesures de l'UDR pour faire face à la fois aux canicules dans le cadre des conséquences auxquelles on fait face aujourd'hui, mais également face au réchauffement climatique, si on doit aussi traiter la cause, c'est quoi vos propositions à l'UDR vis-à-vis de tout ça? Parce que Alors, là, il y en a là, plusieurs. là, là, pour le coup, actuellement, là, vous me déroulez le discours qui est de dénoncer un peu les propositions des autres qui seraient dogmatiques, pas réalistes et autres. Mais vous, quelles sont vos propositions là-dessus? Non, non, là, je réponds à la question qui me dit, est-ce que quand on vote pour un moratoire, on augmente le réchauffement climatique? Ma réponse est non. Je réponds à cette question qui était quand même assez claire. Après, il y a plusieurs sujets. Là, il y a plusieurs éléments. Il y a un, comment on lutte aujourd'hui? Comment on s'adapte aujourd'hui? Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a s'adapter et lutter. Et moi, je vais vous dire un truc que tous les experts du GIEC disent, c'est que lutter, c'est probabilité faible de réussite. À l'échelle, si on se met tous ensemble, probabilité faible. Si la France est toute seule, comme on le fait quand on décide des politiques publiques comme ça sans qu'elles soient appliquées chez nos voisins, c'est zéro. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on se désindustrialise. Donc on se tire une balle dans le pied. Là où les autres, ils continuent à avancer. Vous allez en Indonésie aujourd'hui, ils ne gênent pas. Bon, donc après, déficit de croissance, désindustrialisation, et après, vous n'avez plus de pouvoir, et donc vous avez beau avoir lutté, vous n'existez plus. Et vous subissez les décisions des autres. Et s'ils changent d'avis, vous êtes cuit. C'est très simple, mais c'est ce qui va se passer si on continue comme ça. Euh, donc il y a s'adapter, lutter. On est d'accord. La première des choses, c'est s'adapter à faire. La première chose à faire, c'est s'adapter. Là, on parle, aujourd'hui, on a
une vague de canicule qui génère ses premiers morts, hein. Je crois que c'était à Bordeaux et à Grenoble À hier. 35 ans hier sur un chantier, oui. Donc voilà, les premiers morts. Donc il y a tout un travail d'adaptation à faire. Ça, on en a déjà parlé. Mais le travail d'adaptation, aujourd'hui, il est mal fait en France. Ça consiste en quoi aujourd'hui? Ça consiste à faire une campagne de pub en disant buvez de l'eau et prenez soin de vos proches. Bon, c'est un peu infantilisant et puis c'est pas satisfaisant. Il y a un travail à faire sur le côté du monde du travail pour s'adapter avec des horaires, changements d'horaire, etc. Notamment des gens qui ont un travail extrêmement pénible sur les chantiers. Je veux dire, c'est insupportable, à mon avis, pour eux. Euh, Après, il y a la capacité à cibler les populations les plus vulnérables. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on aille prendre un peu exemple sur nos voisins espagnols qui sont adaptés déjà à ce genre de questions depuis pas mal d'années, vu Ouais, qu'ils sont beaucoup ouais. plus impactés que nous? Les Espagnols, ils ont beaucoup moins de problèmes que nous, alors qu'ils ont des températures bien pires. Euh, mais c'est beaucoup sur l'adaptation horaire, hein. Ensuite, il y a un enjeu de cibler les populations vulnérables. Je suis désolé, il est inadmissible que dans notre pays, on n'ait pas la clim dans un EHPAD. On n'est pas la clim dans une maison de retraite, on n'est pas la clim dans un hôpital. C'est inadmissible. Et encore une fois, c'est pas parce que vous allez mettre la clim que vous allez avoir quelconque impact sur le changement climatique. Je ne vois pas pourquoi on pourrait pas se chauffer en hiver et on dirait des personnes qui n'arrivent pas à se chauffer, c'est indigne. Et on ne peut pas se rafraîchir en été. Et on ne peut pas dire les personnes qui n'arrivent pas à se rafraîchir quand il fait 45 degrés, c'est indigne. Bah si, c'est aussi indigne. Bah, C'est aussi indigne. surtout qu'on rappellera quand même que, par exemple, si on prend le statut des personnes impactées par le froid ou par le chaud, au final, les personnes qui sont le plus impactées par le froid et par le chaud et ceux qui meurent le plus vis-à-vis de ça, ça va être notamment les SDF, et c'est l'été, pas d'hiver. Les gens meurent plus de chaud que de froid. C'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler parce que c'est aussi une thématique très importante. Voilà, et en fait, nous, on a cette culture du pays un peu tempéré, où on a eu des vagues de froid, etc. Donc, on est très sensible à la capacité à se chauffer. Mais à un moment, il y a un logiciel qu'il va falloir changer. Vous allez au Japon, vous allez en Indonésie, ils sont très sensibles à la capacité à se rafraîchir parce que c'est tout aussi important. Et donc, c'est temporaire. Ça va durer 3 semaines dans l'année, peut-être un mois dans l'année, où il va falloir changer de logiciel et se dire, bah, climatiser, c'est tout aussi nécessaire que se chauffer à certains moments. Ça, c'est le deuxième élément. Et je suis désolé, là-dessus, il y a un déni. Il y a un déni qui est terrible. Vous voyez, Marine Tondelier nous explique que ça, c'est un concept d'extrême droite. Bon, Marine Tondelier, quand elle dit ça, elle a la clim juste derrière elle. Donc, il y a un déni qui est terrible. Et moi, je ne supporte pas de voir mes concitoyens dans des situations où ils crèvent parce qu'on a une idéologie, quoi. Et quand l'idéologie nous amène à mourir, c'est jamais une bonne idéologie. Ça, c'est un petit indice. Vous voyez? Normalement, l'idéologie doit vous aider à vivre, à mieux vivre. Si c'est la mort, la solution, c'est que c'est pas la bonne. Euh, Ça, c'est un point qui est fondamental et qui peut être mis en place assez rapidement. Troisième élément, il y a tout ce qui est l'adaptation urbaine. Et là, on est sur des incohérences sur l'adaptation urbaine. Juste pour revenir sur le traitement des causes, est-ce que la France n'a pas aussi quand même un rôle quand on voit toute l'importation manufacturière qui vient de Chine et qui n'est pas comprise dans notre dépendance, enfin dans notre émission française parce que Alors, c'est produit en Chine mais on l'importe chez nous, mais du coup ça rentre pas dans nos émissions. c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est bien beau de pas vouloir couper l'arbre dans son jardin si on en coupe 15 à côté. Et donc, quand la France se met des bâtons dans les roues, parce qu'aussi, ça pénalise, hein, ça pénalise aussi sa croissance, ça pénalise son cadre de vie, quand elle se met des bâtons dans les roues, si en face, ils ne se les mettent pas, vous avez des transferts qui se font, transferts de pouvoir, de rapport de force. Donc, la France perd son rapport de force, économiquement, mais pas que. Et donc, elle se met dans les mains d'autres personnes qui ne seront pas là pour vous faire des cadeaux à l'instant T. Et la première des bases, qu'on soit pour ou contre telle action, c'est être souverain pour pouvoir prendre des décisions et les appliquer. Et donc, il ne faut jamais abdiquer sa souveraineté. Donc, si on veut lutter contre le changement climatique en abdiquant de sa souveraineté, c'est simple, on perd. On perd. Ça ne marchera pas. Mais ça, on va y revenir. Donc, il y a l'aspect urbain. Et l'aspect urbain, vous voyez, on est sur une incohérence. On arrive à un point où on veut éviter de grignoter des terres naturelles. Ce qui est très bien en France. Et en même temps, on veut végétaliser les villes et avoir des approches un petit peu moins verticales, un peu plus étalées. Et donc grignoter un peu plus d'espace. Parce que si vous voulez mettre des forêts, si je veux rajouter une forêt dans Paris, je schématise. Si je veux rajouter 300 000 arbres dans Paris, c'est pas la même chose. Si vous avez une ville très dense sans espace, et puis vous avez une ville un peu plus étalée. Donc les espaces naturels, ils sont un peu grignotés. Donc ça amène à une réflexion globale sur Après, les plans du... on peut tout aussi continuer à préserver les espaces naturels qu'il y a dans les villes tout en rajoutant des arbres ailleurs, hein. On a vu des endroits où ça a été Oui, mais dans le sens de la bétonisation. Je sais pas, la place de la République, elle était beaucoup plus végétalisée il y a 10 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui. oui, oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est pas la place de la République qui va changer la température dans Paris. Vous voyez ce que je veux dire, Non, mais c'est je l'ordre parle de voilà, ça grandeur. fait des îlots de chaleur. C'est ça aussi.
Oui, mais l'ordre de grandeur, c'est au-delà de ça, quoi. Et c'est la question aussi de la maison de retraite. La maison de retraite, vous la mettez au milieu de la forêt, c'est pas la même chose que si vous la mettez au milieu de la ville. Au milieu de la forêt, elle sera bien plus tempérée. Maintenant, au milieu de la forêt, bah, vous grignotez sur le terrain. Vous voyez, c'est c'est des, c'est des objectifs qui sont à la fois légitimes, mais qui arrivent en contradiction. Donc ça amène à un travail de conciliation. Mais c'est un vrai sujet, c'est intéressant. Et puis, le point fondamental, et là, c'est la question de lutter. Vous voyez, on parlait de la question adaptée. Et ça, c'est prioritaire. Je suis désolé, c'est prioritaire en termes d'impact. Parce que l'impact dans la lutte de la France, ça va être ça, hein. C'est ça, c'est rien. Parce qu'on a déjà fait le gros du taf. Et ce qu'on va rajouter, ça va être peanuts par rapport à ce que d'autres peuvent faire. Ou ne pas faire. C'est une proposition qui est sur la table depuis plusieurs années. C'est une proposition qui consiste à imposer une taxe à l'entrée sur les produits transformés en fonction du mix énergétique qui les a produits, qui les a réalisés. Donc, je la fais simple. Vous avez des centrales à charbon. Et donc, vous avez un mix énergétique qui émet tant de CO2 par PIB produit. Quand j'importe mon iPhone, je sais pas où, et ben j'ai une taxe de X% dessus On parle pour que des pays répercuter ça. extra-européens, ou aussi pas dans le cas de l'UE, du coup. Alors, si ça tenait qu'à moi, ce serait tous les pays. Maintenant, le cadre européen ne permet pas de se l'appliquer intra-européen. Donc ce serait extra-européen. C'est déjà pas mal. Parce que, Parce que aussi, si c'était qu'en France, en fait, on n'aurait pas le pouvoir de négociation. ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on a aussi véritablement le poids nécessaire en France? Parce que c'est aussi la politique douanière, c'est aussi quelque chose qui relève du cadre de l'Union européenne. Pour décider d'imposer ce genre de taxes à d'autres États sans le faire en consultation avec les autres États européens, en fait. Alors, on va le faire en consultation. Enfin, si des gens sont assez courageux et assez lucides pour le faire, plutôt que nous parler de planter 3 éoliennes, et donc ont un peu de courage, qu'ils soient vert, jaune, blanc, Enfin, je dis ça parce mais que je c'est pas pense un qu'ils ne sujet qu'on l'ont décide pas. seul en tant que la France, c'est pour ça. Oui, oui, mais vous voyez, j'ai pas vu beaucoup d'hommes politiques écolos monter au créneau là-dessus, alors que c'est la seule solution. En fait, en termes d'ordre de grandeur, en termes de capacité à avoir un impact sur les émissions en CO2, bah, c'est la seule. Tout le reste, c'est de la blague. Voilà. Alors, à un moment, est-ce qu'on veut blaguer ou est-ce qu'on veut trouver des solutions? C'est bien parce que ça permet de faire les plateaux de télé, ça permet de s'acheter une bonne conscience avant de prendre l'avion. Mais maintenant, qu'est-ce qui a un impact, un impact véritable? Les ordres de grandeur, c'est ça, c'est nos importations. Et donc, sur nos importations, le mieux, c'est de le faire à l'échelle de l'Union européenne, en termes de pouvoir, je veux dire, en termes de capacité à l'imposer. Et le calcul est relativement fait, hein, est fait. Une fois que vous avez ça, vous libérez des fonds. Je vous le fais de façon très rapide, hein, mais ces fonds, vous utilisez soit chez vous pour lutter pour s'adapter au changement climatique, parce que le changement climatique ne va pas disparaître pour autant, hein. Ça a toujours existé, là il s'accélère, c'est tout. Donc vous utilisez ça pour lutter, pour s'adapter, pardon, pour s'adapter. Soit vous le redirigez dans les pays concernés, les pays les plus émetteurs, pour les aider justement à avoir leur transition, et schématiquement à quitter les centrales à charbon, parce que on revient à ce sujet-là, hein. Enfin, On est à un stade où c'est pas c'est le la sujet. France qui va aller donner de l'argent à des pays comme l'Inde ou la Chine qui sont des gros pollueurs, ou même aux États-Unis, hein, parce que les États-Unis sont quand même dans le top du top des pollueurs. C'est pas la France ou l'Europe qui va aller donner de l'argent aux États-Unis pour qu'ils fassent du vert, alors que actuellement ils ont un président qui dit faut aller forer, forer, forer. Enfin, ça paraît assez ubuesque de Bah, dire que c'est la France et l'Europe qui vont donner de l'argent à la première puissance alors, économique mondiale faut pour pas. faire du Alors vert. attendez, on va pas tout mélanger. Vous voyez, on se vit dans ces clichés. Faut aller forer. Mais vous savez, la France, elle fore pas. Mais la France, c'est le premier importateur de pétrole de schiste américain. Oui, avec Alors oui, oui. c'est bien de pas forer. Parce que nous, on a bonne conscience. Les écologistes sont contents. Ah, nous, on fait pas ça. Bah, tu l'importes. Donc c'est encore pire parce qu'il est foré dans d'autres conditions. Alors qu'on en a dans notre territoire, on en a dans notre sol. Du schiste, Non, on en non, a. mais Donc, le sujet, c'est d'aller donner de l'argent à des pays qui ont potentiellement largement les moyens eux-mêmes ok. d'investir de l'argent là-dedans. Et oui, la question de forer. On veut pas forer, je suis plus peur, on importe. Donc on est dépendant et on pollue. Alors, faut arrêter d'être hypocrite. Faut arrêter d'être hypocrite. S'il faut forer, on fore et on fore chez nous. Voilà. Moi, je suis pour forer en France. Vous voyez? C'est une approche écologiste de forer en France, en vrai. Plutôt que d'aller prendre le résultat de forage ailleurs. Après, la question, c'est pas l'argent, c'est pas mon argent que je donnerai. C'est une partie de l'argent que j'aurais prélevé. Dans le cadre de la taxe Eh oui. douanière. D'accord. Et comme je dis, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options. Soit j'utilise chez moi pour m'adapter au changement climatique, ou pour plein d'autres choses, en fait, hein. C'est une recette fiscale. Soit je dis, OK, cette taxe-là est mise dans un pot commun, ou une partie de cette taxe est mise dans un pot commun. Ce pot commun vise à accompagner la transition dans les pays qui sont typiquement les pays qui polluent le plus. Voilà. Pour qu'ils sortent, qu'ils aient un intérêt à sortir du charbon.
Après, vous pouvez me dire si la taxe est suffisamment élevée et si elle est suffisamment partagée par les autres pays, il n'y aura pas besoin de leur reverser de l'argent parce qu'ils auront une incitation à avoir une transition. Ça, après, c'est à voir au fil de l'eau. Alors, Mais vous voyez, ça, c'est la seule mesure intelligente aujourd'hui qui a un impact substantiel. Tout le reste, c'est du pipi de chat. Et donc, il faut que les gens le comprennent. alors pour revenir sur le sujet du gaz de schiste, il me semble que l'Union européenne empêche, ou du moins encourage fortement, je ne sais pas s'il y a une contrainte ou pas, les États membres à ne pas forer du gaz de schiste. Est-ce que vous pensez que c'est... Alors déjà, est-ce que vous pensez que c'est l'Union européenne qui modifie la position des écolos et de la gauche en France là-dessus? Non, ils ont une position qui est très claire là-dessus. C'est pas parce que l'Union européenne dit A ou B qu'ils pensent différemment. Ils pensent ça clairement, alors qu'ils savent qu'on en importe. Parce qu'ils ont une posture qui est clientéliste. Moi, je préfère dire la vérité aux gens, hein. On en importe. On en importe. Donc, faut assumer. On importe du gaz. On préfère ne pas exploiter nos terres parce qu'on veut s'acheter une bonne conscience. Mais pour revenir, je pense qu'il y a un message à faire que j'aimerais vous faire passer, moi. C'est le général de Gaulle, il disait une phrase que je trouve très sympa, très intéressante. C'est moi, je n'ai aucune ambition. Attention, hein, parce que tout le monde cite le général de Gaulle Ok? à tue-tête constamment, on se dit presque Eh qu'aujourd'hui ça ben, ne veut plus rien dire, donc attention. on va voir, on va voir. Écoutez celle-là et on va voir si vous l'avez déjà entendue. Moi, je n'ai aucune ambition, si ce n'est celle de boire dans mon verre et de dormir dans mon lit. Celle-là, je l'avais pas entendu. Ça veut dire quoi? Et ouais, et ça, elle est magnifique. Parce que c'est une façon très simple de dire, je veux pouvoir décider pour moi et être chez moi. Et donc, si vous voulez pouvoir décider pour votre écologie et être chez vous, il ne faut pas vous mettre dans la main d'autres personnes. Ça vaut pour les importations de gaz, ça vaut pour les importations de produits, ça vaut pour plein de choses. Du coup, vous êtes pour un Voilà, Frexit? c'est la petite réflexion, la petite Non, non, mais réflexion. la réflexion que je me posais là, c'est est-ce que vous êtes pour le Frexit? Moi, j'ai aucun tabou. J'ai aucun tabou. C'est des choses qu'il faut être prêt à mettre sur la table dans des négociations si vous sentez que vous avez plus de rapport de force et que votre souveraineté n'existe plus. C'est tout. C'est comme dans un couple, hein. Vous sentez que vous disparaissez, il faut être prêt à dire attention, madame, monsieur, vous allez voir votre conjointe, vous dites bah là, moi, je suis prêt à te quitter. Parce que les négociations, le rapport de force, il est pas bon. Ça veut pas dire que vous allez le faire. C'est-à-dire que vous ne vous cachez derrière rien. D'accord. Je vais vous poser une Mais citation. retenez bien cette citation du général de Gaulle, hein. Je vais vous poser une citation, vous allez me dire si vous savez d'où elle vient. C'est une recommandation dans le cadre de la canicule. Devinez d'où elle vient et qui l'a prononcée, cette recommandation. Je cite. Si vos moyens financiers le permettent, louez pendant quelques jours un logement mieux isolé de la chaleur quelques jours. J'ai cité au mot près. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Là au-dessus. France Santé. Ouais. France Santé qui recommande aux Français de louer pendant quelques jours un logement mieux isolé du fait de la chaleur. Comment ça vous fait réagir là sur ça? Enfin, parce qu'on a vu beaucoup de Ouais, personnes réagir à ça en dénonçant une déconnexion totale. c'est pas la question de la En fait, c'est pas la question de la déconnexion, en fait, si vous voulez. Moi, déconnexion, c'est un terme qu'on utilise un peu facilement, qui veut tout et rien dire. Moi, ce que je note surtout, c'est l'infantilisation. On part du principe que les Français... Et c'est vrai, les Français, ils sont infantilisés, donc quand on est infantilisé, on devient ainsi, hein. Euh, on part du principe qu'ils sont capables d'y penser eux-mêmes s'ils ont les moyens de le faire. Vous voyez? Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que ça s'adresse à une toute petite frange de la population Ah oui, et c'est sûr. que l'ordre de grandeur, mais on parle d'ordre de grandeur, vous voyez, tout à l'heure sur l'écologie, c'est la même chose. C'est la même chose. L'ordre de grandeur n'est pas le bon. Mais ça vaut pour l'écologie aussi. Donc, c'est les deux choses. Un, l'ordre de grandeur n'est pas le bon. Et deux, mais c'est pas que pour ce message-là, c'est tous les messages que j'ai entendus hier. Pensez à boire. Bon, dans une société, mais ça dit beaucoup sur notre société, où vous avez besoin d'un papa ou d'une maman, alors que vous êtes adulte, et de la figure maternelle ou paternelle qui vous dit pense à boire, mon petit, qu'êtes-vous devenu? Qu'êtes-vous devenu individuellement? Je pense qu'il faut qu'on s'interroge collectivement aussi sur ce qu'on est devenu. On est devenu des enfants éternels. Et c'est grave, parce qu'on est censé, une société qui marche bien, c'est une société qui forme des adultes, qui forme des gens émancipés, capables de prendre des responsabilités, capables de prendre des risques mesurés, capables de décider, d'avancer. Mais si vous n'êtes pas capable de décider sur votre propre condition de maintien conditions de survie, vous ne pouvez pas décider pour la famille ou pour le pays, hein. Donc moi, ça me rend triste quand je vois ça. Mais en même temps, je sais que c'est nécessaire parce que je sais que si on ne le fait pas, il y aura des problèmes. Et donc, ça me rend d'autant plus triste. On a bien vu des fois des choses du style buvez de l'eau de Javel pour le Covid. Hein. On n'est plus surpris par rien à ce niveau-là. Bon, désolé
Est-ce que vous auriez une conclusion peut-être, un message à apporter de particulier? Je sais pas, peut-être une proposition de loi que vous allez faire prochainement, peut-être un sujet à cœur que vous voulez évoquer, et on conclura sur ça. Bah, moi, j'ai plusieurs sujets qui me tiennent à cœur, mais le premier, c'est gardons l'esprit critique. Systématiquement, essayons de vérifier les sources qu'on a. On a des tendances, chacun à gauche, à droite, etc. Mais ça veut pas dire qu'il faut tomber dans des trucs complètement débiles. Et deuxièmement, c'est vraiment important, je pense que ça peut être partagé par tous. Être souverain, c'est fondamental pour un individu. C'est fondamental pour une famille. Et ben, c'est aussi fondamental pour une nation. Et donc, toutes les réflexions qu'on a eues là, si à chaque fois elles dépendent de quelque chose qui est extérieur à notre nation de façon substantielle, eh ben, on décide plus pour nous-mêmes. Donc si on décide plus pour nous-mêmes, on n'est plus libre. Et je pense que la liberté, c'est quand même une valeur qui devrait nous rassembler. D'accord. Eh bien, merci, monsieur le député. Merci de votre présence et de votre temps parce que ça devait durer une demi-heure. Ça fait presque 1 heure et demie finalement. Voilà, Ouais, bah donc c'est bon signe. merci beaucoup. Je vous souhaite Bon, une bonne bah, journée à bientôt. et une bonne semaine et bon courage face à la canicule également. Et buvez de l'eau, hein. Au revoir. Au revoir.